Les dirigeants actuels n'ont pas de politique claire pour éradiquer la corruption, comme en témoigne la nouvelle politique générale de l'État, selon les politiciens. Ils estiment que le recul du pays dans la lutte contre la corruption reflète une incompétence et une mauvaise gouvernance. L'exploitation de l'or n'a pas d'impact sur la population locale qui la pratique, selon le syndicat national des acteurs du secteur aurifère. Les communes et les districts concernés semblent ne tirer pratiquement aucun avantage de cette activité. Dans l'actualité internationale, le gouverneur de la région de Kherson a rapporté que deux volontaires étrangers, citoyens français, avaient été tués dans une frappe russe à Berislav, dans le sud de l'Ukraine. Des décès confirmés par le Quai d'Orsay et dénoncés par le président Emmanuel Macron. Les dirigeants actuels n'ont pas élaboré de politique claire pour éliminer la corruption à Madagascar. Si on analyse la nouvelle PGE ou politique générale de l'État, c'est ce qu'ont affirmé plusieurs politiciens. Selon eux, le recul de Madagascar dans la lutte contre la corruption témoigne de l'incompétence et de la mauvaise gouvernance qui prévalent dans le pays. Il n'est pas étonnant, selon ces politiciens, que Madagascar se classe au 145e rang sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption 2023. Le président du parti Kindan a souligné que la lutte contre la corruption demeurerait difficile tant que les dirigeants eux-mêmes sont impliqués en première ligne dans ces actes corrompus. Comment peut-on espérer éradiquer la corruption lorsque ce sont les dirigeants eux-mêmes qui s'y livrent? Des corruptions qui s'étendent à tous les secteurs, que ce soit dans le domaine des examens et la gestion des fonds publics. Souvenez-vous de l'affaire de l'or d'État transformé en fer, survenue durant lorsque le Premier ministre actuel a assuré l'intérim à la tête du ministère des Mines et des Ressources stratégiques dans l'affaire du riz avarié à Mazang. Pourquoi seuls le préfet et le directeur régional du commerce ont-ils été poursuivis et pourquoi le député impliqué n'a-t-il pas été inquiété? Tous les signataires devraient être tenus responsables et incarcérés. D'après l'association Mamit ou Malagasy Aruntanjazan, des individus peu scrupuleux qui persistent dans des pratiques de grande corruption continuent de sévir dans le pays, tandis que les institutions chargées de lutter contre la corruption semblent de plus en plus fragiles. Ceux qui sont impliqués dans des actes de grande corruption occupent toujours des postes de haut niveau dans le pays. Cela signifie que sans un changement systémique, aucune amélioration significative ne sera possible. Au contraire, la situation pourrait même empirer au cours de ce deuxième mandat. Pourquoi? Parce qu'aucun des responsables de grande corruption n'a été remplacé, même ceux impliqués dans des scandales notoires, comme l'affaire de l'or transformé en fer. Les individus sans scrupules, responsables de ces actes de grande corruption, restent toujours impunis. C'est le régime en place, le gouvernement actuel, qui doit être recadré pour éradiquer la corruption qui appauvrit le peuple. Madagascar a continuellement régressé dans la lutte contre la corruption, d'après l'enquête menée par Transparency International à travers les IPC au cours des dernières années. Madagascar occupait la 118e place sur 176 pays en matière de lutte contre la corruption en 2012, avec un score de 32 sur 100 selon l'IPC 2012. Plus de 10 ans plus tard, le pays a chuté à la 145e place sur 180 pays, avec une note de 25 sur 100 selon l'IPC de 2023. Il a été ainsi dépassé par plus de 27 pays. Cette régression démontre qu'aucun des dirigeants successifs n'avait la volonté réelle d'éradiquer la corruption dans le pays. Une enquête parlementaire peut être envisagée sur les raisons de la crise actuelle de la compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines s'il y a des éléments suspects. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président de la commission des transports au sein de l'Assemblée nationale. En effet, Madagascar Airlines traverse une période difficile. La politique de relance annoncée par le gouvernement pour redresser rapidement la compagnie n'a pas produit les résultats escomptés.
Les plans et les accords avec la société brésilienne Embraer et Azora concernant l'avion Embraer 190E2 n'a pas abouti. De plus, les modalités de la gestion et de la direction de la compagnie ne sont pas claires. C'est pourquoi le président de la Commission des transports de l'Assemblée nationale a souligné que de nombreux aspects doivent être examinés pour redresser cette compagnie nationale. Madagascar Airlines a émergé en réponse à l'échec d'Air Madagascar. La débâcle d'Air Madagascar est le résultat de plusieurs péripéties. Lorsque Madagascar Airlines a été créée, beaucoup ont espéré qu'elle résoudrait tous les problèmes. Je réitère qu'il est essentiel d'examiner en profondeur les mesures à prendre pour redresser cette compagnie. Le redressement de cette compagnie nationale nécessite des compétences en gestion et une volonté profonde. En 18 mois, la perte financière de la compagnie s'élève à plus de 35 millions de dollars. Un détail qui suscite l'inquiétude des observateurs de la vie nationale, surtout à la suite des problèmes liés à la direction, survenus lors de la démission du président du conseil d'administration de la compagnie. Le député a souligné la possibilité d'enquêter à ce sujet à travers une commission d'enquête au sein de l'Assemblée nationale. Les députés au sein de l'Assemblée nationale ont la possibilité de prendre une décision en instituant une commission d'enquête lorsqu'il est clairement établi que cela est nécessaire. Cependant, cela ne doit pas forcément être une enquête parlementaire, car de nombreuses institutions peuvent également mener une enquête sur cette affaire. Il est important de souligner que nous sommes actuellement en plein processus de redressement et de changement. Il est normal qu'il y ait de nombreuses critiques et des aspects à améliorer. Le 16 décembre 2020, une enquête parlementaire a été ouverte par les députés de l'Assemblée nationale concernant l'affaire Ravinala Airport. Des allégations ont été formulées selon lesquelles la gestion des fonds durant la construction de cet aéroport manquait de transparence. En effet, bien que beaucoup pensaient que 50 millions de dollars suffiraient pour la construction de cet aéroport, comme cela avait été le cas pour d'autres grands aéroports en Afrique, le montant alloué à Ravinala Airport a finalement atteint 240 millions de dollars. De plus, un accord spécial a permis à des étrangers de gérer l'aéroport pendant 28 ans. Cette affaire s'est déroulée sous le régime HVM et les députés ont été pressés d'ouvrir une enquête parlementaire à ce sujet. La question se pose alors, si les députés actuels sont transparents et motivés à protéger les intérêts du pays et du peuple, pourquoi n'agissent-ils pas de manière similaire face à la situation de Madagascar Airlines? L'exploitation de l'or n'a pas d'impact direct sur la population locale qui la pratique. Selon le syndicat national des acteurs du secteur aurifère, ou SNMVM, les communes et les districts où l'exploitation aurifère est en cours semblent ne tirer pratiquement aucun avantage de cette activité. En effet, bien que l'exportation de l'or ait cessé en 2020, l'extraction de l'or se poursuit, mais les exploitants locaux ignorent la finalité et la véritable valeur d'une grande partie de l'or qu'ils obtiennent. Ny mahatonga ny hoe mbola tsy miantraika mivantana amin'ny vahoaka eny fotony aloha ny fitrandrana volamena dia voalohany aloha tsy fahafantaran'ny olona ny tena lanjan'ilay volamena. La principale raison pour laquelle l'exploitation de l'or ne semble pas avoir d'impact direct sur la population locale qui la pratique réside dans leur méconnaissance de la véritable valeur de l'or. Avec la suspension des exportations d'or en 2020, je pense qu'il y ait d'importantes réserves d'or à Madagascar. Car durant ces 3 années passées depuis cette suspension, l'extraction d'or par la population locale a continué. Il est essentiel d'obtenir des informations sur ces réserves d'or, surtout avec la réouverture imminente de l'exportation de l'or. Jusqu'à présent, le prix du gramme d'or au niveau local est déterminé par un accord entre les extracteurs et les collectionneurs. Une situation qui entraîne des pertes pour les acteurs du secteur aurifère au niveau local. Seul l'or raffiné, approuvé par la LBMA ou London Bullion Market Association, peut être stocké à la Banque centrale. À part Maivatanand, d'autres sites d'extraction aurifère se situent à Tsaratanand, Masukmin, ainsi que dans les régions d'Iroumé et de Sofia. L'ouverture de nouvelles mines d'or à Madiroubé, RN5A, dans le district de Voémage, a été rendue publique la semaine dernière.
Rappelons que lors du Conseil des ministres du 15 janvier dernier, la décision avait été prise de créer une raffinerie aurifère locale dans le but de permettre l'exportation légale de l'or. Cette décision suscite des soupçons parmi les observateurs de la vie nationale qui craignent qu'elle puisse encourager la contrebande d'or en l'absence de mesures strictes. Les dirigeants actuels donnent la priorité à la poursuite de leurs intérêts particuliers plutôt qu'au développement du pays et de son peuple, a déclaré Pierre Lenombre-Navoun, ancien président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. En témoigne la demande de dons de bons aux citoyens faite par la ministre de l'Éducation nationale sur les réseaux sociaux. Pendant la période de Covid-19, le ministre de la Santé de l'époque a sollicité une aide internationale pour faire face à la pandémie, ce qui a entraîné sa destitution. La ministre actuelle de l'Éducation nationale ne risquerait-elle pas une situation similaire en raison de sa demande de dons de bons sur Facebook? Le problème réside dans le fait qu'ils ont construit des écoles sans les équiper et c'est maintenant aux citoyens qu'ils demandent des bons. Chacun a ses priorités, mais l'éducation devrait toujours être une priorité, tout comme la santé et la sécurité. Si le système éducatif du pays est négligé, quel genre d'individu dirigera le pays prochainement? Un graduel ne devrait plus éprouver de difficultés dans la gouvernance du pays, compte tenu de l'expérience qu'il aurait dû accumuler de la période de transition à son premier mandat en 2018 jusqu'à son nouveau mandat. Cependant, selon les explications, cela ne semble pas être le cas. Le peuple pâtit les conséquences des mauvais états des routes. Mais au lieu de résoudre cela, on leur distribue du riz. Pourtant, les citoyens cultivent déjà leur propre riz et n'ont pas besoin de cette assistance. De même, face aux problèmes d'approvisionnement en eau, on leur offre des kits scolaires. Il est impératif que les dirigeants mènent des investigations approfondies pour déterminer les besoins réels des citoyens au niveau local avant de s'engager dans des initiatives. Malheureusement, dans notre pays, il semble que ce soit souvent les besoins des dirigeants qui sont priorisés. Est-ce vraiment des stades et des téléphériques dont le peuple a réellement besoin, alors que des problèmes plus concrets, tels que les routes et l'approvisionnement en eau, restent sans solution appropriée? Aucun espoir de développement ne peut ainsi être envisageable. Selon les explications, la politique générale de l'État a été présentée, une politique qui ne semble pas très éloignée de celle présentée par Tsai Christian il y a 5 ans. Les conséquences pour les prochaines années ne devraient pas non plus être différentes et l'on craint même que les difficultés du peuple ne s'intensifient en raison de cette mauvaise gouvernance. La route de bypass qui relie Amboumanamboul à Amboumangakel a été fermée pendant 4 heures ce matin. Cette fermeture n'était pas due à un glissement de terrain causé par les fortes pluies, mais plutôt au remplacement des rails sur les voies ferrées de cette zone. Les usagers de cette route ont exprimé de vives plaintes en raison des embouteillages que cette fermeture a entraînés. Nous n'avons pas entendu les travaux. C'est seulement lorsque des embouteillages sont survenus que nous les avons remarqués. Les travaux étaient prévus commencer la nuit dernière et se terminer aujourd'hui à 5 heures du matin, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être achevés à temps. Cet embouteillage entraîne des retards dans la livraison de nos marchandises. Les usagers de la route nationale numéro 2 se sont interrogés aujourd'hui si le gouvernement n'avait pas délibérément choisi d'entreprendre des travaux sur cette route justement au moment même où la circulation y est particulièrement dense, afin de montrer qu'il n'est pas inactif. L'incident d'aujourd'hui n'est qu'un exemple parmi d'autres, car la plupart des réparations de routes et des travaux d'entretien à Tananarive semblent être effectués aux heures de grande affluence, en plein jour, même si ces travaux pourraient bien être réalisés la nuit afin d'éviter les embouteillages. C'est pendant les heures de pointe et en pleine saison de pluie que la plupart des réparations et des travaux d'entretien des routes du pays sont effectués. Il semble que le gouvernement cherche ainsi à démontrer qu'il n'est pas inactif. Tout comme le gouverneur d'Analamang, qui dans le cas de la gestion des déchets a attendu que ceux-ci s'accumulent et bloquent la route avant d'intervenir pour les enlever. Selon les observateurs de la vie nationale, il est essentiel de rappeler au gouvernement que la population paie des impôts et qu'il a un devoir de redevabilité envers elle.
Ce sont des certificats provisoires attestant de la capacité de conduire qui sont actuellement délivrés au CIM Antananarivo, au centre d'immatriculation Antananarivo, à la place des permis biométriques. Selon les responsables, le CIM Antananarivo traite chaque semaine jusqu'à 300 demandes de permis de conduire. Cependant, la production des permis biométriques ne parvient pas à suivre cette cadence. Les responsables ont indiqué que le CIM Antananarivo fait face à ce problème depuis l'année 2020, suite aux perturbations des relations internationales liées à la pandémie de Covid-19. Ce ne sont ni le ministère ni le CIM qui importent les permis biométriques, mais plutôt des prestataires externes. Nous faisons face à quelques difficultés à cet égard. La loi stipule que les personnes ayant réussi l'examen du code de la route et de conduite de l'ATT ont le droit de conduire et d'obtenir un permis de conduire. Pour pallier notre problème actuel avec les permis biométriques, le ministère a donc délivré des certificats provisoires de capacité à conduire. Ces certificats provisoires de capacité à conduire ont une validité de 6 mois et s'appliquent sur l'ensemble du territoire malgache. Pour des raisons de sécurité et afin de minimiser les risques de fraude, seuls les permis munis de cachets spéciaux sont considérés comme valides. La demande de permis à Antananarivo connaît une croissance quotidienne, ce qui suscite des préoccupations parmi les observateurs de la vie nationale qui craignent que cette mesure ne favorise la fraude et la corruption. Ils ont été tués par une attaque de drone à Berislav, dans le nord de la région de Kherson, une zone où très peu de journalistes sont présents car elle est régulièrement bombardée par le Kremlin. Ce jeudi, 2 Français ont perdu la vie dans l'est de l'Ukraine. La journée d'hier a été marquée par le fait qu'une équipe de volontaires, dont des étrangers, a essuyé des tirs dans le district de Berislav. 2 ont été tués. C'est un exemple classique du terrorisme russe. Paris est catégorique, les 2 Français tués jeudi étaient bien des humanitaires et travaillaient pour l'Entraide protestante suisse, une ONG helvète qui a elle aussi confirmé la mort de ces 2 volontaires. Maintenant, près de 2 ans, sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron pointe lui aussi la responsabilité sans équivoque du Kremlin. 2 humanitaires français ont été tués en Ukraine par une frappe russe. Acte lâche et indigne. Je pense à leurs proches et camarades blessés. Volodymyr Zelensky a lui aussi salué la mémoire des 2 humanitaires français et courageux selon lui. Le gouverneur de la région de Kherson a lui indiqué que 3 autres humanitaires étrangers ont été légèrement blessés lors de cette attaque de drone russe.